Bonsoir à tous, merci d'être là. Je ne sais pas si c'est votre premier book club de la NRF ou si vous êtes déjà venus les fois précédentes. On accueille ce soir 4 romanciers sur la scène de la Maison de la Poésie, donc 3 nouveaux book clubbers, façon Ibiza un petit peu. Mais ça se justifie, vous allez voir, parce qu'il y a 2 auteurs, 2 autrices hispanophones qui sont au menu de nos discussions aujourd'hui pour ce nouveau book club. Blandine Rinquel, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Clément. Merci. Bonsoir Blandine. Salut. Bonsoir Clément Bénèche. Bonsoir Olivia. Et Mohamed Boukarsar, bienvenue. C'est aussi la première fois autour de Grégory Le Floch, qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour la seconde fois et surtout pour parler des livres des autres, alors que son roman à lui, Peau d'ours, est sorti à la rentrée dernière au Seuil. Salut, bonsoir à toi, Bonsoir, Grégory. Olivia. Merci d'être avec nous. Parler de la littérature et parler aussi de l'époque, c'est l'esprit de ce rendez-vous et c'est celui de la NRF, la revue littéraire des éditions Gallimard, qui paraît aujourd'hui avec un large cahier critique où les écrivains, une quinzaine, partagent avec vous leur plaisir de lecture. Alors dans ce numéro sont critiqués, comme on dit, une quinzaine de livres étrangers, parmi lesquels celui de l'Argentine Gabriela Capesson Camara, Les Griffes de la forêt, traduit de l'espagnol par Guillaume Contré, c'est paru chez Grasset. Je vais essayer de vous les montrer les uns après les autres. Voici, pas du tout, on recommence, hop, Les Griffes de la forêt, c'est donc chez Grasset. On va discuter aussi ensemble ce soir du livre de Joyce Carol Oates, Fox. Qui a le livre? C'est toi, Blandine. Qui est traduit de l'anglais par Claude Séban et Christine Aucher et qui a apparu aux éditions Philippe Ray. L'appel de Leila Guerriero, c'est le premier que je vous montrais, traduit de l'espagnol par Mayra Mouchnik et paru aux éditions Rivage. Enfin, cet autre Éden, il est là, de Paul Harding, traduit de l'anglais américain par Claude Séban et Christine Aucher. Non, j'ai déjà dit ça, c'est pas du tout ça, par Pierre Mathieu. Il est paru chez Bûcher-Chastel. On va y arriver, on va prendre un peu nos marques. Désolée. J'espère que vous me laisserez aussi quelques minutes à la fin pour vous parler de 2 autres livres qui sont critiqués, chroniqués dans cette revue mise en avant dans ce numéro. C'est Kairos de Jenny Erpenbeck chez Gallimard et Jeux de lumière de Daniel Kellman chez Actes Sud. Pourquoi eux? Parce qu'ils ils nous viennent d'Allemagne. Ce sont 2 livres en allemand, traduits évidemment en français, et que remettre à l'honneur aussi une littérature européenne par les temps qui courent, c'est intéressant, c'est important. Et je vous parlerai de ces 2 auteurs qui sont très différents. Blandine Rinquel, Mohamed Boukarsar, Grégory Le Floch, Clément Bénèche, bonsoir et merci à vous d'être avec nous. Si vous avez lu ces livres, si vous avez des questions autour de ces livres, vous n'hésitez pas à intervenir, je ne vous vois pas du tout. La salle est complètement noire, mais j'essaierai au feeling de sentir qu'une main se lève. Et voilà, ça y est, on est ensemble. Et de vous faire intervenir si vous le souhaitez. On commence avec le choix de Grégory Le Floch. C'est Fox de Joyce Carol Oates, traduit donc de l'anglais, je vous le disais, par Claude Séban et Christine Aucher. Et on remercie les traducteurs qui sont des passeurs de monde. On le sait et on le redira jamais assez. Le livre apparu chez Philippe Ray. Après Mood Woman, après Blonde, voici donc Fox, le nouvel opus mordant, rusé, faudrait-il dire, de l'américaine Joyce Carol Oates. Il est dense, ce livre. Il fait plus de 800 pages, mais ça ne doit pas vous dissuader, vous dira, à mon avis, Grégory, puisque c'est son choix de lecture. Elle, c'est une grande paysagiste des névroses américaines, et elle y revient avec ce roman qui marche sur les pas ou sur les traces plutôt de ce Fox qui est un prédateur sexuel, un pédocriminel. Fox, c'est son nom, son masque, écrivez-vous, Grégory Le Floch. Il l'a changé après avoir été une première fois accusé, mais non condamné. Avec ce livre, le lecteur descend toujours plus bas, je crois qu'on peut le dire, dans les tréfonds de l'âme humaine, en suivant, en tentant de comprendre les actes de cet homme, mais aussi de l'âme américaine. Alors pour en parler, la presse a sorti tout le répertoire chirurgical de Grey's Anatomy ou d'Hippocrate, si on va du côté des séries françaises. Une plume chirurgicale, une glaçante âme malade, un portrait au scalpel. Et pour vous, Grégory Le Floch. Alors moi, j'ai choisi ce roman parce que Joyce Carol Oates, elle me fascine
à écrire un roman tous les ans, voire plus, voire tous les 6 mois. On l'appelle la dame aux 100 romans. Hein, oui, je crois, mais elle a des pseudonymes. Ouais. Et sur Wikipédia, il y a une page Wikipédia qui tente de répertorier tous ses livres avec des disputes parce qu'ils ne sont pas d'accord, etc. Et c'est fascinant, c'est une machine à écrire. Écrire autant et des livres aussi gros, c'est incroyable. Moi, je trouve ça fantastique. Et surtout, c'est réussi, quoi. C'est un roman extraordinaire. Alors, Fox, je l'ai choisi aussi à cause du titre. Je trouvais ça hyper intéressant, Fox, à la sonorité, etc. Je me suis demandé pourquoi il ne le traduisait pas. J'ai compris très vite, hein, c'est le nom du personnage, mais faux nom, comme vous le disiez. Parce que ce personnage a une première affaire de pédophilie, pédocriminalité. Il arrive à s'en tirer grâce à un avocat véreux. Et là, il décide de changer de nom. Il s'appelait Farrell. Et Farrell, en vieil irlandais, ça veut dire l'homme valeureux. Comme quoi, quand il décide de changer son nom, c'est pour mieux se révéler. Fox, le renard, celui qui est rusé. Dans le roman, il va croiser d'autres renards. Il va y avoir connexion. Et le renard, c'est... vous vous souvenez de la scène sur le campus, justement, sur le campus scolaire. Et tout est signe, en réalité, dans ce roman. Tout. Les noms des personnages. Quand j'ai vu que Fox, etc., il y avait quelque chose, et Farrell, l'étymologie, je suis allé voir l'étymologie de tous les noms de personnages. Faites-le parce que c'est limpide. Et elle s'intéresse, ce sont souvent des noms irlandais. Alors je reprends. Fox arrive dans une nouvelle école, lavé de tout soupçon, parce qu'il a une nouvelle identité, et il fait un premier entretien avec P.K.D., la directrice. P.K.D. qui veut dire la guerrière en ancien breton. Et elle sera guerrière parce que ce sera la première à la défendre quand une nouvelle affaire éclatera. Et il comprend qu'il faut performer le professeur de lettres parfait. C'est-à-dire qu'il a des goûts d'esthète. Il adore Balthus, les jeunes filles alanguies de Balthus, où on voit un bout de culotte, où il y a quelque chose de très troublant dans les tableaux de Balthus. Il adore Kawabata, au point que Les Belles Endormies est le nom d'un site internet caché où il va publier des photos de ses victimes. Mais devant sa future directrice, il va dire qu'il adore les paysagistes américains. Moi, j'ai regardé les noms. C'est horrible. C'est des tableaux insipides. Il adore l'ornithologie et surtout, puisqu'il s'est renseigné sur elle, qui a une petite chaîne, Princess Di. Il va dire qu'il adore... il avait un chien qui est mort il y a 2 semaines et que sa vie tournait autour de ça. Et paf, on comprend avec Joyce Carol Oates tous les mécanismes, toute la façon dont un prédateur va se saisir de sa proie, mais aussi de l'environnement. De l'entourage, ouais. Ouais. Et alors, vous le dites, il y a du Humbert, hein, vous l'écrivez dans votre chronique, Grégory Le Floch, dans ce personnage de Fox, le protagoniste Humbert du célèbre roman de Nabokov, Lolita. Et c'est toute la question pour Joyce Carol Oates et pour le critique ou le lecteur avisé que vous êtes, Grégory. Comment écrire une histoire comme celle-ci après Lolita? Comment elle y parvient, notre Queen Joyce? C'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'elle traite d'un thème, elle sait que ça a déjà été traité dans Lolita, et par conséquent, elle l'écrit avec Lolita sur la table. Ça se voit, parce que Lolita, c'est le point de vue du pédophile. Là, avec Fox, elle va plus loin. C'est un point de vue on a évidemment le point de vue de Fox, mais le point de vue des victimes, et ça c'est très intéressant parce qu'on a accès aux journaux intimes des différentes victimes avec des phrases saisissantes disant il n'y a que Fox qui est vrai, tout autour de Fox est faux, ma vie est fausse, comme si on comprend l'emprise, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir de déréaliser le monde de ses enfants ou jeunes filles. Et elle écrit la proie la plus désirée et reconnaissante d'être proie. C'est ce que raconte, c'est ce qu'écrit Joyce Carol Oates dans le livre. Ouais. Donc on rentre dans la tête de Lolita pour la première fois, et surtout, c'est ça qui est fort, et innovant, je pense, on rentre dans la tête de la société, de tous ceux qui vont refuser de voir
et défendre le prédateur. La bibliothécaire qu'il arrive à séduire, la directrice, les autres profs qui tous défendent une institution, défendent un ami. Voilà, il y a un effet de groupe autour de lui où non, on ne cédera pas. Forcément, les jeunes filles mentent, etc. Et ça, c'était hyper intéressant. Clément Bénèche. Alors, oui, alors déjà, je trouve ça juste ce que tu dis, Grégory, sur l'aspect, le portrait du pédophile. Et surtout, moi, je me suis dit on est dans la littérature parce que ce qui est très subtil, c'est qu'on ne nous serine pas à chaque page que la pédophilie, c'est mal. Le lecteur est supposé le savoir. On n'a pas quelqu'un qui vient nous taper sur l'épaule en disant « c'est vraiment un salaud ». Ce qui est pour moi le syndrome Jean-Paul Rouve dans le film Le Consentement. Le livre était super réussi, le film aussi à certains égards, mais Vanessa Springora. Bien sûr, de Vanessa Springora. Le film, si vous voulez, on nous montre un pédophile, mais alors c'est Jean-Paul Rouve qui est devant un lycée avec une gabardine et des lunettes noires et avec ses mains dans les poches comme ça. Et là, dans le vrai monde, tout le monde se dit c'est un pédophile. Sauf que dans la vraie vie, Matzneff, c'est sans doute un peu différent. Et là, on a la réalisatrice qui nous tape sur l'épaule en disant moi, je suis pas d'accord avec la pédophilie. Bon, on s'en doute. Là, c'est un peu le cas là aussi, hein, quand même. Il est très très archétypal, Fox. Enfin, je trouve que l'exemple que tu donnes, on verrait tout de suite de loin. Là, on le voit tout de suite. On le voit même dès la quatrième. Tout ce qui est dit sur ce professeur. Fox, le renard, rusé. Enfin, il est très archétypal. Il est archétypal dans son vice, dans son crime. Mais je trouve que le personnage est peint d'une façon subtile. On nous montre aussi une intelligence. On nous montre comment il peut être aimable aussi, même si c'est de façon perverse. Tu trouves ? Elle montre comment lui il se rend aimable aux autres. Évidemment c'est pervers, évidemment moi, dans le fond c'est quelqu'un d'haïssable. Attachement, Non, on n'est pas attaché à lui, mais on pourrait. Si, moi je trouve qu'un livre qui prendrait le risque de comprendre ce qui s'est vraiment joué pour une victime qui s'est attachée à un pédophile nous troublerait. Et à un moment on s'attacherait vraiment au personnage. Moi j'ai pas été troublée. Ouais. Bon, je peux comprendre. Ouais, j'ai beaucoup aimé, comme je trouve qu'on peut aimer une trame de polar qui est habitée par une vraie plume d'écrivain. Parfois, les écrivains se servent des codes du polar, c'est pas toujours réussi en littérature, mais là, c'est une très bonne trame. J'ai eu le sentiment que c'était très bien foutu, comme si elle avait planifié un casse ou un truc comme ça. Donc ça m'a plu. J'ai aimé aussi l'écriture très circulaire, invocatoire. Chaque scène est exploitée à fond. C'est aussi ça qui fait que ce n'est pas un pur polar, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène de moins de 10 pages. Tout est exploité avec des longs dialogues, etc. Bon, là, on est aussi dans la littérature. Tous les recoins psychologiques, ça, c'est très bien. Qu'on fasse un livre comme ça à 87 ans, moi, ça me dépasse. Enfin, je trouve ça incroyable. Ça me donne envie de lire ces autres livres que je ne connais Mohamed aussi, apparemment, non ? C'est ça ? Je pense que comme tout le monde, on est impressionné par la cadence, surtout à laquelle cette femme publie, 87 ans, avec des livres en effet toujours très, très, très amples. Mais bon, on en a connu un qui a publié un livre récemment, très rapidement aussi. Enfin, donc la chose n'est pas impossible. On peut très rapidement, en 10 jours, écrire ce qui... À qui tu penses ? Je ne sais pas, mais je suis sûr qu'il aura les honneurs de la NRF. Bien, oui. Pardon ? Écoutez, alors, je souscris à tout ce qui a été dit pour l'instant. Ce que j'ai trouvé vraiment assez étrange dans ce roman, étrange veut dire à la fois beau, troublant, aussi problématique, c'est que c'est un procès collectif, mais qui est fait à travers ce qui semble au départ être un procès individuel, parce que je crois qu'on comprend très tôt que le fameux Fox est en effet un individu dangereux. L'une de ces premières victimes qui s'exprime dit, et ça fait écho à la phrase que tu citais, dit que en fait le temps avant Fox n'existait pas. C'est ça, il dit le temps avant ma rencontre avec Fox n'existait pas, c'était une sorte de, comme avant la création de l'univers, une sorte d'océan sans vie, inanimé, et Fox arrive et Fiat Fox. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, le procès devient vraiment le procès de tout le monde, y compris de l'enquêteur même, qui mène l'enquête sur ce qui s'est vraiment passé. Il y a une discussion à la fin du roman qui est saisissante pour moi. Il s'agit d'une sorte de pacte, je pense que le chapitre d'ailleurs intitulé « Pacte »,
entre cet enquêteur-là et la directrice de l'école où Fox a enseigné et sévi. Et à travers ce seul chapitre qui est presque entièrement écrit en dialogue, ce qu'en général je déteste, apparaît tout de suite le tableau général, le jugement qui est rendu et l'interrogation finalement qui est lancée et qui traverse tout le roman. Lorsqu'on sait qu'un individu est louche, lorsqu'on sait même qu'il a fauté, qu'il est un pédocriminel, quelle est la responsabilité que chacun de nous a devant ce personnage-là? Il y a presque une responsabilité oblique, toujours, et je pousserais même en disant que la responsabilité est presque même obligatoire. Et que fait-on de cela? C'est la grande question du roman, et en ce sens-là, il m'a à la fois intéressé, mais aussi un peu comment dire, oui, un peu troublé, puisque sans attendre de révélation, d'édification, sans attendre de discours moralisant, je me suis tout de même dit que, oui, Aude s'arrêtait à un moment où il aurait fallu peut-être qu'elle continue, puisqu'elle joue tout le roman sur un registre qui est de l'interrogation morale, et à la fin, au moment où il aurait fallu peut-être pousser la chose jusqu'au bout, elle s'arrête. C'est peut-être ce qui fait du texte un grand roman, mais aussi un roman qui, oui, peut-être laisse un peu le lecteur à la fin, laissé à lui-même, mais bon, c'est un très, très, très beau roman. Ouais. Blandine. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Je pense que c'est un roman ludique. Je suis aussi très impressionnée par le fait qu'en effet, elle est publiée à 87 ans. Il y a plein de choses dans son style dont on n'a pas du tout parlé, mais par exemple, c'est quelque chose qui revient dans... Moi, j'ai lu 3 livres d'elle. À chaque fois, ça revient. Un goût, par exemple, pour des adjectifs qui vont être ajoutés entre parenthèses. Ses mains, entre parenthèses, gantées. On se demande pourquoi c'est entre parenthèses, mais c'est comme ça. C'est vraiment ça... Des espèces de petits clins d'œil comme ça qu'elle envoie, des italiques, qui, à la fois qui me plaisent, des italiques et par exemple des esperluettes, au lieu de mettre les « et », très souvent elle met des esperluettes. À la fois, je vois que ça dessine un style qui est le sien, une identité joueuse quand même, un goût du clin d'œil, un goût du renversement de ce qu'on attendrait dans une phrase, qui me plaît, que parfois je trouve un peu gratuit, et je crois que c'est ça de manière générale que moi j'ai éprouvé en lisant ce livre, c'est qu'à la fois je l'ai trouvé malin de fond en comble, et à la fois, comme je le disais, moi, rien n'a tremblé en moi. Je savais d'emblée, bon, on sait d'emblée, de toute façon, enfin, sans vouloir, on ne va pas dire pourquoi on sait d'emblée, mais on sait d'emblée. Bah si, c'est le premier chapitre, ouais, donc c'est en ouverture. On sait qu'il est mort, on sait que Fox meurt, et que c'est sans doute une punition. Et puis, voilà, on va découvrir de qui, pourquoi, mais... on sait d'emblée aussi, enfin très très vite, que c'est un pédophile. On va le suivre en ayant bien compris qu'il faisait le mal. Et je trouve c'est très archétypal. Pour moi, il y a même des pages qui font un peu roman adolescent, et je le dis en bonne part, c'est-à-dire que j'aime les choses archétypales, fantaisistes, enfin il y a une efficacité romanesque très forte. Et à la fois, je trouve que l'enjeu, c'est-à-dire comment des jeunes filles peuvent s'attacher comme ça à un professeur, n'y voir pas le mal, mais ce dont elles ont absolument besoin là, dans l'instant, comment tout le monde peut le protéger, etc. Tout ça, je trouve, n'est pas bien montré, parce que nous, il me semble qu'on est en... Moi, j'ai pas trouvé que c'était un roman inconfortable, c'est ça que je veux dire. Je trouve que nous, à chaque instant, on sait bien que Fox fait le mal. Je ne trouve pas qu'il y ait un passage, une scène, un paragraphe où soudain on se dirait « Ah oui, moi aussi, je m'y serais laissé prendre ». Et ça m'a manqué par rapport à l'enjeu du livre. Je dirais ça. Je n'ai pas éprouvé assez d'empathie, d'une certaine manière, pour éprouver l'horreur. Un dernier mot avec vous, Grégory, juste sur cette idée sur cette idée du Lolita. Ce qui est intéressant dans le livre aussi, c'est que Fox, lui, trouve ce livre. Enfin, on parlait de l'histoire littéraire dans laquelle s'inscrit aussi Joyce Carol Oates avec ce roman. Fox, lui, trouve ce livre absolument répugnant, hein, le Lolita de Nabokov. Oui. Il le trouve révoltant. Et avec beaucoup d'humour, quand même, Joyce Carol Oates lui fait demander son interdiction. Elle lui fait demander l'interdiction dans les bibliothèques du pays. Ce qui est là encore quand même un miroir, ce qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais on va continuer. Avec les prochains ouvrages, c'est aussi un miroir tendu à l'Amérique d'aujourd'hui, à cette question des livres censurés, des livres interdits. Et c'est-à-dire que ce miroir, il est à la fois... lui ne supporte pas de s'y regarder, de s'y voir, et en même temps, c'est un miroir qui est tendu à l'Amérique.
C'est ça, Fox, il est comme tous les personnages du roman, c'est-à-dire qu'il refuse de voir la réalité. Il ne refuse quand on lui tend ce miroir du roman Lolita, où il pourrait se retrouver en Humbert. Et il pète les plombs dans le roman, et c'est le seul moment où il montre un manque de self-control, quoi. Et c'est hallucinant parce que c'est la bibliothécaire, sa fausse petite copine pour entretenir une couverture qui lui parle de Lolita. Et elle est terrorisée, elle le trouve hyper puritain. Et après, elle se dit non, c'est de la force morale. Mais je pense que peut-être ça nous permet de comprendre les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Ce puritanisme. Moi, ce qui m'a vraiment... plus dans ce roman, c'est-à-dire que, et c'est ce que je disais, elle écrit avec Lolita sur sa table d'écrivain, et elle venge Lolita. La première scène, qui dure 100 pages, c'est la description dans un marécage puant, couvert de cadavres d'animaux et de produits chimiques, de la charogne de Fox, avec Princess Di, la chienne de la directrice, qui va se précipiter, je peux le dire hein, parce que c'est quasi au début, sur ce qu'elle pense être un morceau de cerf ou de je sais pas quoi, de chien ou non. En fait, c'est la langue de Fox. Ça, j'ai trouvé ça, c'est des descriptions. La scène est géniale. Hein. Par ailleurs, on est dans la tête du chien, c'est absolument incroyable littéralement. Ouais, la scène est géniale narrativement, mais encore une fois, moi je trouve qu'elle ne venge pas Lolita dans la mesure où les personnages de victimes, c'est pareil. Enfin, vous les avez vraiment en tête, vous êtes vraiment vous retenez parmi toutes ces victimes des victimes qui vous auraient vraiment saisi, vous auriez compris la manière dont elles... Eunice, c'est comme elle qui... Ouais. Et Eunice, ça veut dire la... Eunice. Non, en grec, la victoire heureuse. Et elle se fait vengeance aussi elle-même. C'est un peu archétypal. Je la retiens moins que Fox, et donc en ce sens, je trouve pas non plus qu'il y ait une vengeance de Lolita. Par contre, l'idée que j'ai trouvée hyper intéressante, et en fait que j'ai lue dans ton texte, donc achetez la NRF, c'est l'idée qu'en fait Fox donne à sa perversion, je te cite, une dimension révolutionnaire, enfin que lui croit donner à sa perversion une dimension révolutionnaire. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait on apprend que lui vient d'une classe sociale en fait qui est plus... qui est moins bourgeoise que les écoles qu'il fréquente et que les petites filles qu'il viole. Et donc se pose la question de est-ce qu'en fait il y aurait... Je crois que c'est même employé comme ça, il veut les baiser, mais au sens aussi baiser la bourgeoisie, quoi, se les faire. Et il faut qu'on passe au projet de Mohamed. Très rapidement, ensuite mais sur cette question du regard social ou d'une lutte sociale, j'ai trouvé intéressant que parmi les suspects, il y en a plusieurs qui soient d'une classe sociale différente. Je n'en dis pas plus parce que je ne veux pas trop m'avancer sur la question de la... Mais il y a aussi à ce moment-là de qui a tué Fox, parce qu'au fond, c'est aussi la question, est-ce qu'il est mort d'un accident, est-ce qu'il a été tué par quelqu'un ? Lorsqu'on se pose la question, on peut tout à fait le dire ici, mais disons que la question de la lutte des classes se pose à ce moment-là. Oui, c'est exactement la fin de ce que j'allais dire. C'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu moins attendu que ce qu'on croirait. Il n'est pas, disons qu'il n'est pas le seul il n'est pas le seul à avoir des envies de vengeance, mais en fait, d'autres peuvent avoir des envies d'égalité, et c'est un peu différent. De désirer l'égalité et de désirer la vengeance. Alors, le Book Club de la NRF continue avec les choix de Blandine Rinkel et de Mohamed Boukarsar. Je vous propose une discussion presque chorale, puisque vous avez tous les deux choisi un livre en provenance d'Argentine. Il semblerait que vous ayez trouvé l'un et l'autre, de ce côté-ci de l'Atlantique, une nouvelle ardeur littéraire. On commence avec vous, Mohamed, ou peut-être pas du tout. Vous avez peut-être choisi un livre que vous avez détesté pour la discussion de ce soir. Mais c'est quand même vous qui l'avez placé sur cette table et au cœur de la discussion. C'est Les Griffes de la forêt de Gabriela Cabezón Camara, traduit de l'espagnol par Guillaume Contré chez Grasset. Ouvrage sublimement chroniqué, et peut-être qu'il vous portera la contradiction dans ces pages par Julien Delmer, romancier également, d'ailleurs que j'aurai le plaisir d'interviewer ici le 16 décembre pour son livre à lui, La joie ennemie. Faire de la conquête du Nouveau Monde au siècle d'or espagnol une fresque queer et émancipatrice,
exposer crûment cette succession quasi ininterrompue de massacres, de pillages, etc. C'est le pari, nous dit-il, réussi de l'autrice. Il en dit beaucoup de bien encore, mais je vais vous laisser, avant de déflorer trop le sujet, commencer, Mohamed, sur votre perception de ce livre, fresque, épopée, odyssée aussi pour ce personnage Antonio. Oui, alors je suis assez pervers en général, mais pas au point de mettre un livre que je n'ai pas un tout petit peu apprécié dans ce book club. Moi, j'ai découvert Gabriela Cabezón Camara avec un de ses livres qui s'appelait Les aventures de China Iron. Et c'était un livre dont le principe était assez simple. C'est qu'elle prenait la figure de la dénommée China Iron, qui est la femme dans l'œuvre de Cabezón Camara de Martín Fierro. Et Martín Fierro, c'est le personnage central de la première, dit-on, épopée de la littérature argentine. C'est un peu un livre fondateur, mais c'est un livre qui n'est raconté que du point de vue de Martín Fierro, donc le gaucho. Et sa femme, sa famille, tout ça n'apparaît que vaguement en arrière-plan. Et Cabezón Camara fait la même chose avec fait apparaître China Iron et en fait raconte son épopée. Donc elle retourne la chose. J'ai l'impression que dans ce livre Les Griffes de la forêt, elle est dans la même tentative de retournement, ou en tout cas de traverser une sorte de frontière. Ici, c'est la frontière qui est floue du genre, puisque le personnage central de ce roman, Antonio, au départ, est une femme, Catalina. Elle naît Catalina, mais ne se sent pas. Elle naît dans le Pays Basque, mais ne se sent pas femme et décide. Elle a envie de se battre. Elle a envie d'intégrer l'armée. Elle a envie d'échapper à sa condition. Et donc, et là, j'hésite sur le verbe à employer, travesti, déguise. Je ne sais pas quel autre verbe employer, mais devient donc Antonio et est connu comme une sorte de non-soldat. Et c'est un personnage qui a réellement existé. Gabriel Cabezón Camara s'en empare et en fait le personnage de cette fresque qui est finalement, que je pourrais résumer comme étant une sorte d'examen de conscience. Puisque ce personnage de Antonio / Catalina rentre donc dans l'armée, la fameuse Armada espagnole, va à la conquête de l'Inde, c'est-à-dire de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, et au milieu de ces massacres des populations indiennes, a d'un coup une sorte de culpabilité. Et à partir de ce moment-là, elle prend 2 filles avec elle, du peuple Guarani, se réfugie dans la forêt, qui est un personnage à part entière dans le roman, et se met à écrire une lettre à sa tante, mais cette lettre est finalement un prétexte pour penser ce qu'elle est, ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, et se demander finalement quelle est la signification de ce geste de violence-là, du geste à la fois colonial et de massacre. Ce qui m'a plu dans le roman, c'est qu'on entend d'autres langues, le guarani notamment, qui vient un peu court-circuiter la langue espagnole, castillane, que parfois Cabezón Camara arrive à reproduire avec beaucoup d'élégance. Et d'un coup, il y a un bruit de la forêt, il y a les 2 enfants kidnappés par le personnage principal qui parlent, et d'un coup, donc, il y a d'autres langues qui sont là, en dessous, et qui créent quelque chose. La deuxième chose que j'ai aimée, c'est que c'est tout de même si ça s'y produit, parce que ça se produit au milieu du XVIIe siècle à peu près, c'est une sorte de reproduction de la controverse de Valladolid, qui a représenté au milieu du XVIe siècle cette grande dispute entre Bartolomé Las Casas et Sepúlveda, qui consistait à se demander si les populations indigènes avaient une âme ou non. D'ailleurs, ils partent du postulat qu'ils ont une âme, mais est-ce que cette âme mérite d'être réduite en esclavage ou non? C'était globalement l'un des enjeux de cette controverse. Eh bien, un siècle plus tard, il y a une autre controverse, et là, il ne s'agit plus de se demander si les populations qui ont été violentées, tuées, ont une âme ou non, mais plutôt de se demander si les gens qui viennent, qui tuent, donc, qui massacrent les Européens, l'Armada, a une âme ou non. Ou sinon, ou alors, que fait-elle
des âmes qu'elle prend, qu'elle réduit comme ça, qu'elle tue. Et ça traverse tout le roman. Et donc, d'un coup, il y a cette question du retournement qui revient. D'un coup, ce sont les personnes qu'on tue, qu'on massacre, qui revient. On peut se dire que ça s'inscrit dans ce grand mouvement aujourd'hui que l'on voit sur le fait des réécritures, pas des réécritures pour reprendre la terminologie de Laure Murat, mais des réécritures d'une histoire réelle qui s'est passée et qu'on renverse pour en voir autre chose. Ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, je m'en arrête là pour cette brève présentation et pour la raison pour laquelle les raisons pour lesquelles je l'ai aimé, ce roman. J'ai une ou deux petites réserves, mais bon, peut-être que... Voilà. Un roman fleuve indomptable, travaillé en profondeur par les flux et les reflux de l'histoire, agité en surface par des miroitements poétiques irrésistibles. Dès lors, lutter à contre-courant de l'évidence et de la grâce apparaît comme une hérésie menant directement au bûcher des vanités, nous dit Julien Delmer dans sa critique dans la NRF. Qui va oser aller mettre le bout d'un pied à proximité du bûcher des vanités? Oui, alors moi, faut pas regarder un film avec moi parce qu'au-delà de 3-4 personnages, je commence à poser des questions à voix haute parce que je suis perdu. Et là, en fait, ce qui est assez difficile, je trouve, pour moi, c'est que déjà, il y a 3 temporalités. Puisqu'il y a celle de l'enfance, puisqu'on est sur un récit épistolaire où il va écrire à une tante, je crois, pour raconter un petit peu son enfance. Il y a avant l'enlèvement, disons positif, des 2 jeunes femmes, et puis après, quand il est dans la forêt. Et en plus, quand il écrit la lettre, il y a des interruptions des jeunes filles. Moi, je les ai trouvées narrativement un peu inutiles, même si c'est intéressant ce que tu dis sur les niveaux de langue qui m'a plu. Surtout quand ça passe par la traduction, c'est d'autant plus intéressant. D'ailleurs, le livre est très bien traduit, ce qui est quand même pas toujours le cas chez Grasset, donc on peut le remarquer. Non, mais pardon. On a quelqu'un de chez Grasset dans la salle? Moi, j'ai un contre-exemple. Non, c'est intéressant aussi que ça vienne d'une histoire vraie, parce que moi, je ne savais pas, et je me disais... on joue un peu trop avec notre suspension volontaire d'incrédulité, notamment quand on apprend. Alors en effet, le personnage change de sexe, mais alors personne jamais ne se pose la question, ça admettons, mais on apprend aussi qu'il a été examiné par plusieurs médecins et que jamais aucun n'a fait. Aucun n'a remarqué. Et surtout, l'autrice, je trouve, ne l'exploite pas tellement narrativement en fait cette question du changement de genre, comme si finalement elle avait peur de trivialiser la question en faisant quelque chose de narratif et de romanesque, à quelques exceptions près. Non, je suis d'accord avec toi, mais je crois que pour avoir lu des interviews de l'autrice, qu'elle ne veut pas en faire un sujet. Voilà. Que son idée, c'est vraiment que les genres, et les genres littéraires, et les genres, nos identités de genre, s'entremêlent, changent, etc., et que ça ne soit pas un sujet. Non, mais effectivement, si c'est une histoire vraie, ça explique aussi en partie qu'elle n'ait pas voulu s'apesantir et en faire un sujet. Je trouve en revanche que on dit parfois le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Quand elle raconte dans le récit épistolaire que le personnage est condamné à mort à 4 ou 5 reprises et s'échappe également à 4 ou 5 reprises, disons que moi, au bout d'un moment ça m'emmerde un peu. Je commence à me dire en fait c'est pas très vrai, ou c'est picard, ou ça nous emmène vers quelque chose d'assez lointain, mais il y a quand même des points positifs, j'ai trouvé, cette belle traduction. Il y a une scène de la mort d'un évêque qui est assez épique, et puis il y a un personnage de capitaine assez savoureux, un peu guignolesque, qui m'a fait penser, si certains ont vu À une bataille après l'autre, au personnage de Sean Penn. Enfin, c'est un peu ce style très outré, mais assez marrant. Voilà ce que j'ai pensé du livre. Grégory, Blandine, juste une question parce que c'est cité, ces 2, 3, 4 noms sont cités dans la très belle critique de Julien Delmer, ceux de Gabriel García Márquez, celui de Alejo Carpentier aussi. Évidemment, la comparaison arrive très vite avec le réalisme magique sud-américain. Est-ce qu'elle vous paraît, cette référence, pour le coup un peu anachronique, un peu galvaudée, comme si tout ce qui venait d'Amérique du Sud et qui était un peu une œuvre d'imagination touchait forcément au merveilleux? Ou est-ce que vous avez eu le sentiment, en lisant ce roman de Gabriela Capesson Camara, de marcher aussi dans ce sillon-là? Moi, j'ai eu le sentiment, en tous les cas, que l'autrice voulait qu'on y marche, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qui marchait. C'est-à-dire que les intentions de l'autrice, pour moi, sont manifestes à chaque page, et je les trouve à la fois désirables, louables. Enfin, tout ce qui a été dit par Mohamed, je reconnais la force de ce projet, la subtilité, l'intérêt, etc.
Et donc je cite toujours la NRF, parce que j'ai lu les critiques de mes camarades, faire de la conquête du Nouveau Monde, au siècle d'or en Espagne, une fresque queer et émancipatrice, exposer de la succession de massacres, de pillages, de conversions forcées. C'est vrai, c'est ce qu'elle fait. Sans rien épargner au lecteur des ténèbres sanglantes de ce vaste crime contre l'humanité, tout en ménageant des pistes ténues de lumière pour engendrer une œuvre littéraire de premier plan. Tel est le défi quasi insurmontable en apparence, mais aussi avec panache de l'écrivaine argentine Gabriela Capezón Camara. On a toutes les deux cité le début de la phrase, je voulais la finir. Mais pour moi, je dis que c'est ses intentions et que c'est sa volonté, parce que je n'ai pas éprouvé en fait en le lisant tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire que c'est un livre qui pour moi ne se suffit pas à lui-même. J'ai dû aller lire plein de trucs pour déjà comprendre ce qui se jouait. Enfin, j'avais du mal à comprendre et pourtant je pense lire beaucoup, mais j'avais vraiment... Ça change très souvent, comme tu le dis, parfois on est en train de lire une lettre et soudain on a des dialogues, on ne sait pas qui parle. Il y a un mélange de langues, ce qui est formidable, mais il n'y a pas de lexique à la fin. Pour moi, il y a une petite... ce livre, en fait, ne se suffit pas à lui-même. Il faut, en fait, faire de l'intertextualité, ce qui est intéressant, mais ce qui rend la lecture, je trouve, peu sensuelle, peu organique. Enfin, je trouve que c'est pas un livre dont les parties découlent les unes des autres. C'est-à-dire que je vois des collages, je vois les intentions, et je reconnais ces intentions comme louables, mais il y a quelque chose du plaisir de lecture déjà que j'ai pas éprouvé, et peut-être qu'il me manque un peu quelque chose qu'on appellerait une sorte de magie de la littérature, un truc comme ça. Non mais la littérature, quoi. Que nous dit le père de Peau d'ours Moi, c'est justement justement ça qui m'a refuge plu. loin. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a plu, c'est-à-dire que on est dans le personnage se cache dans une forêt. Le roman est une forêt, c'est-à-dire que on ne sait pas trop où on est. Il y a des lianes, etc. On change de chronologie. Il y a un il, c'est qui ce il qui parle. Mais en fait, je me suis senti vite perdu, mais avec quel plaisir. C'était extraordinaire de me sentir perdu parce que la langue est foisonnante. Il y a cette idée de... Et moi, j'ai trouvé ça très sensuel. La forêt nous parle, toutes les couleurs de la forêt, les odeurs de la forêt. Et ce personnage est incroyable parce que la 4e de couverture insiste sur le fait que ce soit queer, mais c'est presque plus que ça parce que le personnage, certes, fille, garçon... et il y a un côté fantastique, mais très vite animal, oiseau, plante, hyper total à la fin. Antonio, c'est l'être monde, quoi. Antonio devient la forêt. Et ce que tu disais, moi, la chose qui m'a le plus plu, c'est 2 pages dans le livre, il faut le lire juste pour ça, c'est magistral. La mort d'un évêque qui ne veut pas jouir au moment de mourir, il prie Dieu, faites que mon sperme ne coule pas au moment de ma jouissance. Et il est pris d'une sorte de folie, etc. Il meurt, et tout ce qui devait couler coula. Et Guillaume Contré, le traducteur, mais c'est extraordinaire. Tout ce qui devait couler coula. Je suis d'accord avec cette scène qui est sensuelle. Oui, très rapidement. Je vais synthétiser la réserve que j'ai. Je trouve que c'est un livre qui est aussi un peu trop programmatique. C'est que une fois, c'est pour ça que je rejoins un peu ce que dit Blandine. Il y a du plaisir de la lecture. J'ai trouvé aussi qu'il y a la sensualité dans la forêt. Je pense que tout ce qui est dans le regard sur la forêt est très sensuel, très organique. Mais globalement, j'ai eu l'impression que parfois, c'est un livre qui reposait sur une idée, sur un programme qui est le programme du retournement. Et que presque cela se suffisait à lui-même et qu'il fallait à partir de là, c'était le contrat et que tout le livre reposait sur cela. Comment est-ce que Catilina devient Antonio? Comment est-ce que le soldat de l'armée devient d'une certaine manière la forêt, ou une métonymie de la forêt, avec ces 2 jeunes filles qui sont clairement des métaphores de l'innocence ou de quelque chose de plus ancien, de presque plus pur ou de plus édénique. On reparlera de l'Éden tout à l'heure, mais voilà, il y avait quelque chose là qui m'a semblé à un moment donné limiter un livre qui par ailleurs aurait pu être, je crois, beaucoup plus foisonnant, long, mais peut-être que c'était sa manière de se démarquer du fameux
boom latino. Je ne suis pas certain que Gabrielle Cabezón Camara, même si elle a sans doute aimé ces grands hommes, parce que c'était beaucoup d'hommes pour la plupart, aimerait qu'on la rattache comme ça à ce... Voilà. C'est aussi un retournement. Voilà. Non, mais j'ai juste une question. Peut-être que certains d'entre vous, parce que moi je lis beaucoup d'auteurs, d'autrices avoir l'envie d'écrire un livre, par exemple, du point de vue d'une forêt ou d'un ficus ou d'un... Et vraiment je trouve ça désirable, mais je n'ai jamais lu de livre qui me donne réellement ce point de vue à éprouver. Donc si jamais vous aviez des idées en tête, ouais, j'aimerais vraiment débloquer ce petit blocage. Bon, on en parlera après. Vous avez des questions sur les griffes de la forêt, ou j'ai oublié de vous passer la parole? Je suis vraiment désolée, autour de Fox, ou vous voulez qu'on continue avec les deux prochains? On enchaîne? Il y a quelqu'un qui chuchote à ma gauche, j'entends ça dans mon oreille gauche depuis tout à l'heure, c'est vous. Vous parlez de quoi? Oui, je sais pas, j'entends quelqu'un à gauche. Vous voulez pas nous dire? Ouais, je suis contente de vous voir, c'est sympa d'être venu aujourd'hui. Moi, je pensais qu'on allait parler du livre de Leila Guerriero parce que Argentine, mais en fait, c'est un peu facile. Donc, si ça vous va, on parle d'abord du livre choisi par Clément Bénèche parce que, évidemment, il y a l'Éden dans le titre et dans l'idée ou la fausse idée qu'on peut se faire du livre. Et puis, il y a ce missionnaire blanc, ce personnage qui s'appelle Matthew Diamond dans le livre. Et puis, il y a Ethan, ce garçon avec son talent de peintre, et c'est peut-être plus intéressant, ça s'enchaîne, je pense, aussi dans la réflexion que le livre ouvre aussi, plus avec votre choix, Clément Bénèche, Cet autre Éden de Paul Harding, traduit de l'anglais américain par Pierre Mathieu chez Buchet-Chastel. C'est un romancier américain, il a eu le prix Pulitzer assez rapidement dans sa vie, ça l'a foudroyé pour les foudroyés, prix Pulitzer de la fiction en 2010. Il enseigne aussi l'écriture aujourd'hui. Et ce livre-là, eh bien, il nous plonge, c'est un roman historique, il nous emmène dans le 18-19e siècle américain. C'est un roman insulaire, un roman aussi dit de résistance et de survie par Buchet-Chastel qui l'édite. Et alors Clément est quand même le seul critique, je tiens à vous dire, qui, quand il juge ou va chroniquer un livre, le juge d'abord à sa couverture. Et coup de bol, il l'a trouvée intéressante, superbe, je crois que c'était même le terme employé. Voilà, il y a une pomme, et au fond, vous voyez peut-être il y a une île, et là, sous mes doigts, il y a la mer. Oui, elle est belle cette couve. Pour avoir été éditeur de livres pour enfants, je sais que c'est très important le travail de couve, et donc je voulais faire un clin d'œil aussi à l'éditeur, parce que je trouve qu'elle est belle. Et aux graphistes. Et aux graphistes, et à tous ceux qui ont travaillé dessus. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette couverture? Est-ce qu'elle tient ses promesses à la lecture du roman? Oui, alors moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'avais commencé, tu le sais, Olivier, un autre livre pour la NRF, je l'ai laissé en cours de route. Donc je voulais vraiment venir avec un livre que j'aime ce soir. Et donc j'ai effectivement apporté Cet autre Éden. Alors je ne vais pas trop répéter ce que j'ai dit dans mon article, puisqu'il faut lire donc la NRF, je ne sais pas si on vous l'a dit, donc cette belle revue publiée par les éditions Gallimard. Mais en un mot, oui, c'est quoi? Cet autre Éden, c'est l'histoire d'une expropriation. Donc on est sur une petite île au large des États-Unis, et une communauté vit là depuis plusieurs décennies, voire siècles, un peu dans un entre-soi finalement, ce qui pose quelques problèmes, et en même temps ils sont bien là-bas. Et puis on leur envoie une sorte de pasteur blanc très idéaliste, qui a plein de bonnes idées qui vont mener à des conséquences négatives, comme ça peut arriver dans la vie, puisqu'il leur apporte le bâti un peu de la civilisation moderne et hygiéniste, et avec lui vont venir des gens moins bien intentionnés. Donc on suit aussi dans ce livre l'histoire d'un jeune homme qui est né sur cette île et qui a un talent de peintre. Et moi je trouve que son histoire est assez romanesque. L'écriture est très riche. J'ai bien aimé me plonger aussi dans ce livre où il y a une certaine âpreté, une poésie. Il y a une scène de bibliothèque qui est superbe, parce que là on est complètement hors du temps. Alors en plus, comme le livre se passe sur 3 époques, là j'ai réussi à suivre. On se demande un petit peu à quel moment on est. Bon, il y a quand même 2-3 clichés. Alors, il y a un moment où il y a les trucs qui n'arrivent que dans les livres. Alors, donc il y a un personnage qui est surpris, et là, il laisse tomber tout ce qu'il a dans les mains. Alors ça, pour moi, ça n'arrive que dans les livres et dans les films, par exemple. Ça, c'est des petites tentations.
Et puis alors, dans mon article, j'ai parlé à un moment de tentation manichéenne, parce que autant le livre, globalement, dans sa globalité, me plaît, je trouve très bien pensé, très bien fait. Mais vous désamorcez direct en disant que la tentation... que le livre dépasse assez vite cette tentation manichéenne. Voilà, je trouve qu'il la surmonte par l'intelligence des personnages et leur complexité, mais il y a quand même cette tentation, parce qu'effectivement, j'aurais aimé, et c'est là où on aurait atteint pour moi le chef-d'œuvre, j'aurais aimé que dans cette espèce d'équipe qui vient un peu pour déloger tout ce monde de cette île qui est effectivement insalubre, mais où on vit quand même, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu moins caricatural, quelqu'un qui soit animé un peu de l'intention de se dire là, c'est des gens qui vivent un peu dans un bourbier. Donc ça m'a un petit peu manqué. J'ai trouvé que là, le livre passait un petit peu en mode binaire à ce moment-là. Mais globalement, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande. Grégory, Blandine, Mohamed, qui veut dire un mot sur ce livre, sachant que le temps passe. Moi, j'ai aimé la langue. Et ce qui m'a plu, c'est que, et c'est comme Camara, une langue hyper travaillée, baroque, des phrases immenses et une centaine, pas une centaine, j'exagère, mais des dizaines d'adjectifs. Ça fait du bien dans un moment où j'ai l'impression qu'une écriture blanche est de plus en plus à la mode, une écriture à l'os, comme on dit. Et Camara et Harding, c'est l'inverse, quoi. Ça foisonne. Mais c'est vrai que c'est un peu binaire, mais ça ne m'a pas gêné. Moi, ce qui m'a plu, c'est justement les descriptions de ces personnages. Je me suis perdu, moi, donc j'ai dû faire des petites listes. Il y a beaucoup de personnages, mais les descriptions sont saisissantes parce qu'ils viennent, c'est des mélanges incroyables. Écosse, Cap-Vert, bon, c'est presque un peu fou, quoi. Et ils ont des corps très étranges. Moi, ça m'a saisi. C'est dès le début. Hein. Et surtout, ça commence par un déluge de 25 pages où on voit vraiment... Il y a une réécriture du déluge de la Bible. Et franchement, on est emporté. On ne peut pas s'arrêter parce que l'île devient une arche de Noé et on ne sait plus où on est. Tout le monde s'accroche à un arbre. Et ça, c'est hyper fort. Sur la question du racisme aussi, qui est quand même analysé, décortiqué dans le livre à travers ce personnage de missionnaire qui est raciste, qui culpabilise presque, ou à moitié de l'être, et qui du coup va prendre sous son aile cet enfant qui est peut-être dans la lignée des métissés le plus blanc d'entre eux et se donner bonne conscience en tentant de l'aider. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a eu, vous l'évoquez rapidement dans l'article, aussi Clément, il y a eu des critiques autour de ce livre de Paul Harding et on sait à quel point la société américaine est travaillée par tout ça. Lui, le romancier blanc, est-ce qu'il a les compétences, est-ce qu'il a la légitimité pour écrire sur le racisme? En tout cas, il écrit avec toutes les bonnes intentions pour montrer toute la mécanique du racisme, y compris la mécanique et l'horlogerie sinistrement scientifique qui fondent le racisme, l'eugénisme, le recours au craniomètre, au fait de mesurer bon, enfin bref. Tout cela est montré, tout cela est évidemment condamné. Il y a un aspect un peu binaire dans le roman, mais je pense que globalement, on le dépasse assez rapidement parce qu'il y a, je crois, la langue. Mais pour moi, la langue est à la fois c'est-à-dire, pour moi, c'est l'atout suprême de ce livre, mais c'est aussi sa limite. C'est l'atout suprême parce que, tu l'as dit, c'est une langue qui est extrêmement lyrique, qui est extrêmement biblique, et cette scène de déluge au début est remarquable. On a envie presque qu'il pleuve tout le temps. On dirait, je ne sais pas, le Finistère. Mais pour moi, c'est aussi ça... Pardon, petit cliché du soir, on peut... Enfin... Il nous vient de Beauvais. Hein, voilà, donc la météo n'est pas toujours plus clémente non plus. C'est pas meilleur. Mais cependant, pour moi, c'est aussi la limite parce que le cœur de la mission civilisatrice qui est dénoncée par la colonisation et par le racisme, le cœur de cette entreprise-là, c'est la Bible. C'est-à-dire qu'on arrive pour civiliser Bible en main. Ce n'est pas pour rien que ce personnage-là est un personnage de missionnaire, Matthew Diamond. Et dénoncer cela dans une langue qui est elle-même biblique, moi, ça m'a posé un petit problème.
on peut bien sûr se dire que c'est un détail, mais pour moi, c'est l'un des quelques thèmes ou motifs où la question du fond et de la forme doit être vraiment inextricablement liée. Et dénoncer le racisme, dénoncer ce que la Bible a béni, permis, dans une langue qui est si biblique, si lyrique, si proche du prêche, ça, pour moi, ça a été à un moment donné, non pas un problème, ça ne m'a pas empêché de lire et d'apprécier la chose. Mais une fois que j'ai refermé le livre, je me suis dit, bon, là, il y a peut-être un petit problème, un petit sujet sur la question de la langue. Évidemment, on se dit, mais quelle langue employer pour quel roman ? Au service de quoi ? Voilà, au service de quoi ? Et le problème, c'est surtout qu'il n'y a jamais d'ironie. Je ne sens jamais d'ironie dans la langue parce qu'elle est très littérale, parce que le sujet est sérieux, parce qu'évidemment, on s'expose, et il n'a pas échappé à cela, à des procès et à des récriminations de communautés. Parce qu'il faut dire que l'histoire aussi est tirée d'une communauté réelle. Voilà. Et évidemment, voilà, il prend toutes les précautions. Et quand on prend toutes ces précautions-là, parfois, on s'expose au manque d'ironie, à la petite chose dans la langue. Et je trouve que sa langue est trop biblique, trop comme ça. Et bon, ça vient presque... Disons que voilà, la Bible que tenait Matthew Diamond en arrivant pourrait avoir été écrite dans cette langue-là. Voilà. C'est tout à fait mon impression et c'est un peu ce que moi, j'étais très sensible au lyrisme, à l'aspect pictural du livre, parce que donc un des personnages principaux fait de la peinture, et ça, je pense que Paul Harding parle aussi de sa manière d'écrire, en fait. Enfin, il décrit vraiment très bien la lumière, les paysages, la luxuriance, des dégradés très subtils de couleurs. Enfin, il y a certaines pages qui m'ont fait penser même à des tableaux de Turner ou à des tableaux... des tableaux de l'Apocalypse, des tableaux, quoi. Il y a beaucoup de tableaux. Et c'est très, très réussi en ce sens, très beau, mais c'est vrai que cette solennité, ce côté religieux, ce côté il y a une communauté damnée, et puis il y a des prêches, et m'a aussi semblé, disons, ne pas apporter de surprise dans ma lecture. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a un ton comme ça, on se dit, tiens, peut-être qu'il installe ce ton très solennel pour ensuite le désamorcer, pour ensuite apporter même presque un premier degré et demi qui viendrait nous dire, tiens, il y a quelqu'un qui écrit le livre. Parce que là, moi, j'ai presque l'impression que le livre s'écrivait. et à la fois, il s'écrit, il y a quelque chose de l'ordre du bel ouvrage. C'est vraiment un bel ouvrage. Mais je suis d'accord que ça pose la question du fond. Alors, après, il y a quand même des idées de scénar, entre guillemets, qui sont quand même très bonnes. Moi, je trouve cette histoire de la goutte de sang, qui est ensuite retrouvée un siècle plus tard par une jeune femme qui fait une analyse ADN d'un tableau. Enfin, il y a quand même des vraies idées de romancier. Mais je suis d'accord aussi avec vos réserves. Des jolies trouvailles donc dans cet autre Éden chez Bûcher-Chastel de Paul Harding. On termine avec votre choix, Blandine Rinkel. Vous gardez le micro du coup pour juste respirer le temps que je vous introduise avec L'Appel, histoire d'une femme argentine. Le livre est de Leila Guerriero, traduit de l'espagnol par Mayra Muchnik, paru chez Rivage. La femme argentine du titre, c'est Sylvia, qui est une rescapée de la dictature et de la junte au pouvoir à ce moment-là, une ancienne militante au sein de la guérilla péroniste. Elle a été kidnappée, séquestrée, torturée alors qu'elle était enceinte de 5 mois. Elle va d'ailleurs accoucher de cet enfant en captivité. Leila Guerriero, elle est d'abord journaliste. Elle a rencontré vraiment cette femme. C'est une histoire vraie. Cette femme, elle l'a écoutée aussi. Et pour vous, le tour de force de cette enquête que vous décrivez comme kaléidoscopique, c'est justement ça. C'est la subjectivité de l'autrice dans ce livre, c'est son regard. La vérité d'une histoire ou d'une personne, selon elle, ne se présente jamais, écrivez-vous, de face, mais sous 100 angles différents, à 360 degrés, suivant par qui tu mets les pieds dans l'histoire. Je ne suis pas sûre que j'ai vraiment tout à fait réussi cette phrase. Donc, allez, je vais vous relire. Ce qu'a écrit Blandine. Je n'ai pas mes lunettes, je suis désolée. Suivant par qui tu mets un pied dans l'histoire. Voilà, le récit peut être diamétralement opposé. Voilà ce que dit l'autrice elle-même à ce propos. Et ça, c'est vraiment ce qui vous a fasciné. Vous dites, et vous écrivez, Blandine, ce livre est la cathédrale des ambiguïtés qui fondent l'humanité d'une femme. Alors, racontez-nous. Pourquoi lui ?
C'est un livre très éprouvant, très asphyxiant même, donc je comprendrais très bien qu'on reste à la porte de ce livre, parce que c'est un livre dont le principe est de n'avoir de cesse de revenir sur ce qui a été dit et de dire autrement ce qui a été dit et de se demander s'il n'y a pas des récits qui font écran à ce qui pourrait être dit. Donc c'est un livre où Leila Guerriero interroge Sylvia Labérou, va restituer ses propos, va restituer les propos d'amis de Sylvia Labérou à propos des propos de Sylvia Labérou, vous me suivez, va restituer comme ça en fait plein de points de vue qui à la fois se complètent, parfois se contredisent, et c'est un livre où oui, parce que toute la question, j'aurais dû le dire, c'est pourquoi est-ce qu'elle en a réchappé, en fait Est-ce qu'elle a trahi Voilà, donc elle s'en est sortie. Et donc Leila Guerriero va n'éviter aucune en fait des ambiguïtés, des zones d'ombre, des points aveugles de cette histoire de manière générale et de cette femme, puisque le sous-titre du livre, c'est l'histoire d'une femme argentine. C'est-à-dire que c'est à la fois sur ce moment précis où elle a été en captivité et à la fois sur l'histoire vraiment de sa vie et son tempérament. C'est-à-dire que c'est pas juste un livre qui chercherait à faire le récit je sais pas comment dire, d'un moment de son histoire ponctuelle. C'est pour comprendre ce moment de l'histoire de Sylvia Labérou, pour comprendre comment elle est passée de militante à mère en accouchant en captivité sur une table des tortures. Ça, quand même, par exemple, il y a plein de détails comme ça qui sont asphyxiants vraiment dans le livre. Pour comprendre aussi pourquoi, par exemple, elle a été de nombreuses fois violée. Elle va d'ailleurs porter plainte des années plus tard contre les viols qu'elle a subis en captivité, mais elle ne considère pas que le viol est le pire qui lui soit arrivé. Elle dit même, en fait, avoir consenti à ce qui s'est passé. Alors, par exemple, quand je dis cette phrase, tout de suite, il y a une forme de malaise. Comment peut-on consentir à être violé ? Mais en fait, elle explique que sous régime de menace, consentir, c'est résister. C'est une phrase qui est dans le livre. Et donc, il y a plein de choses comme ça qui, moi, m'ont mise dans un profond inconfort. Et je crois que je viens chercher ça en littérature. Je viens chercher des zones troubles. Ça m'a vraiment mise mal à l'aise, et dans la forme et dans le fond. C'est-à-dire que la forme, elle est épuisante. Il y a un paragraphe qui revient 7 fois dans le livre. Le même paragraphe. Alors, la première fois, on se dit, il y a eu un problème d'édition. Il y a eu puis la deuxième fois, on se dit, il y a un sacré problème de relecture. Et quand on arrive à la 7e fois, on se dit non, en fait, c'est par la répétition qu'on cherche à nous faire comprendre quelque chose de la situation de Sylvia Labérou, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire aussi qu'être une survivante, qu'est-ce que ça veut dire ne pas vouloir être vue que comme une survivante, qu'est-ce que ça veut dire s'être construit certains récits qu'on peut raconter aux autres et certains récits qu'on a sans doute cachés, mis sous table, dont on sentait qu'on ne pouvait pas parler au départ et qu'on a même oublié, qu'on a refoulé. Et peut-être que je vais vous lire juste un petit extrait qui me paraît illustrer ce que je suis en train de dire. Donc le je qui va être celui que je lis là, c'est le je donc, de Leila Guerriero qui écrit le livre sur Sylvia Labérou. En lisant ces témoignages devant la justice, construits, fiers, ironiques, intelligents, assurés, ciblés, en usant d'un lexique produit de toute une vie de lecture qui inclut la fiction, la poésie, la psychanalyse, l'essai, je constate, avec dépit, que Sylvia Labérou me dit la même chose et de la même façon que ce qu'elle dit aux procureurs, aux avocats et aux juges. Presque toujours, je prends l'option, c'est le mot, de considérer le récit identique et les répétitions comme une mémoire fautive et comme une réassurance. Tout au long de l'année et des 7 mois où je frappe à sa porte, je sais que parfois je l'entendrai me dire exactement la même chose. Mais je sais aussi qu'au cœur de cette alluvion un peu rigide, à un moment ou à un autre, une spirale authentique s'élèvera, une colonne de lumière. Et c'est ce qui se passe, je crois, quand on lit ce livre, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se répètent, il y a des détails qui sont donnés par tel ami de Sylvia Labérou qu'on a déjà entendu de la part d'un autre ami ou de la part de, je sais pas quoi, quelqu'un avec qui qu'elle connaissait quand elle était militante. Les mêmes faits vont revenir et on se dit on a déjà lu ce fait, et non, soudain, une phrase nous apprend quelque chose qu'on ne savait pas. Et je crois qu'à force de cette espèce de ritournelle comme ça, d'informations qui nous assomment, on comprend quelque chose à ce que ça change dans un tempérament et dans un être d'avoir vécu ce que Sylvia Labérou a vécu. Je pense qu'on comprend, et on l'éprouve en fait. C'est pas on le comprend cérébralement, c'est on éprouve peut-être 1% peut-être de ce que ça peut vouloir dire être survivante de choses aussi désastreuses. Et peut-être j'ajoute juste qu'il y a beaucoup d'humour dans ce livre.
et que c'est imprévu, et que l'humour parfois participe de l'inconfort. Je me souviens notamment d'un moment où Sylvia Labérou restitue que quand elle a donc accouché sur la table de torture de sa fille, une des personnes qui était présente, donc un de ses tortionnaires, lui a dit « Ah, mais il va falloir qu'on crée des toutes petites menottes pour le bébé. Est-ce qu'on peut en rire ? Est-ce qu'on peut pas en rire ? Là, vous n'avez pas ri. » Et en même temps, elle en rit. Donc, qui est-on pour lui retirer le droit d'en rire ? Donc, c'est tous ces types d'inconfort qui m'ont bizarrement vitalisée, qui m'ont rendue très présente à cette lecture. Et je l'ai lu l'été dernier, je ne l'ai pas relu depuis. J'ai relu juste le texte que j'avais écrit, mais je ne l'ai pas relu depuis. Et j'ai encore des scènes vraiment intactes en tête. Je pense que c'est un livre dont je me souviendrai pendant longtemps. Pas Grégory. Non, mais je pense que je suis passé à côté, et je pense que c'est purement ma faute. Quand j'ai... oui. J'ai senti tout de suite que la forme était formidable. C'est assez fragmentaire. Il n'y a pas de chapitres, mais des gros paragraphes. Mais cette forme m'a épuisé. Et je n'ai pas réussi à aller au-delà. Et tu vois, Blandine, tu disais qu'il fallait beaucoup de recherche pour quel livre déjà Les Griffes de la forêt. Moi, c'est pour ce livre-là, j'ai passé mon temps sur Wikipédia ou sur Internet pour ça. Mais je me dis, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Je suis allé voir des interviews, alors que d'habitude, je ne le fais pas, pour être bien sûr de comprendre. Et j'ai dû abandonner en cours de route. Désolé. Mohamed. Je crois que Clément a séché, mais parce qu'il y avait... Il faut dire que il avait quand même aussi le Joyce Carol Oates à lire en plus. Et il a... Parce que quand on sait qu'on va avoir un débat critique avec Mohamed Mougarsar, Blandine Rinkel et Grégory Le Floch, tu sais que tu vas pas avoir le dernier Paolo Coelho ou Melissa d'Acosta. Donc c'est trois énormes bouquins. Donc je n'ai pas eu le temps de le finir, mais j'ai lu un tiers et j'ai trouvé que ça commençait très bien. Alors moi je ne suis pas d'habitude un grand lecteur de non-fiction, pour une raison que j'expliquerai tout à l'heure, parce que la raison m'est revenue. Mais je trouve que c'est un livre assez extraordinaire, pour plein d'aspects que Blandine a résumés. Donc, comme je ne l'ai pas encore fait, comme mes camarades, lisez la NRF, vous trouverez l'article de Blandine là-dedans. Elle explique beaucoup d'autres choses, elle a fait beaucoup d'économies là, elle n'a pas dit tout ce qu'elle a dit, et puis toutes les blagues, l'humour qu'il y a dans le livre. Je l'ai trouvé extraordinaire sur la question que tu évoques aussi, la culpabilité du survivant. Jusque-là, je m'étais dit que ce qu'on appelle la culpabilité du survivant, en réalité, c'était un phénomène psychologique qui ne naissait que dans une conscience individuelle, celle du survivant, qui se dit pourquoi j'ai survécu et pas les autres. Eh bien, là, tout d'un coup, je comprends que c'est évidemment cela, mais c'est aussi une construction sociale. C'est que c'est ceux qui ne sont pas allés à l'endroit où la mort a lieu, donc ce camp de l'école de mécanique de la marine, où Leila Guerriero, où Sylvia Labérou a été emprisonnée. Ce sont ces personnes-là qui sont des gens qui sont exilés en Espagne notamment, qui construisent ça aussi. C'est-à-dire que la culpabilité du survivant est bien sûr individuelle, mais elle est aussi construite par un collectif qui n'arrête pas de poser à la personne qui a survécu cette question-là, pourquoi tu as survécu, en un pensée non formulée, et c'est ça qui m'a semblé très fort dans le livre, cette phrase « on aurait préféré que tu meurs ». Ça, ce n'est jamais dit, mais globalement, c'est ça. Pourquoi tu as survécu a presque comme équivalent là, on aurait préféré que tu ne survives pas. Peut-être qu'il faut préciser qu'il y a des amis en fait de Sylvia Labérou qui ne voulaient plus des amis militants qui ne voulaient plus la voir à sa sortie du centre de détention parce qu'il y avait la suspicion que si elle avait survécu, c'est qu'elle avait fait quelque chose, qu'elle avait dénoncé peut-être d'autres, qu'elle avait fait quelque chose qui lui avait donné un statut d'exception et que ça c'était douteux. Et donc il y a des personnes vraiment qui se sont éloignées d'elle, qui lui ont tourné le dos, etc. Oui. Et c'est ça aussi qui m'a vraiment frappé, c'est sur la façon dont la question de la culpabilité du survivant est reposée plutôt. Et ça m'a vraiment, vraiment intéressé.
Ma petite réserve, c'est qu'elle concerne la place de Leila Guerriero dans le récit. Et globalement, c'est toujours la question que je me pose dans les récits de non-fiction de cette forme-là, c'est-à-dire d'une forme de l'interview quasiment, ou de l'écoute qui devient un livre par la suite. C'est qu'à un moment donné, on se demande toujours, Leila Guerriero évoque parfois la chose, se pose la question, mais on se demande toujours, moi en tout cas je me suis demandé, quel était le jugement qu'elle posait sur la question. Elle peut ne pas poser de jugement, mais globalement, j'ai l'impression qu'elle a quelque chose qu'elle garde, qu'elle retient, et je trouve que c'est toujours un peu injuste, puisque la personne qu'elle interviewe, Sylvia Labeyrou, lui dit ce qu'elle sait, ou elle, Leila Guerriero, écrit. Elle a le privilège de l'écriture, elle écrit. Elle a donc le privilège aussi de taire des choses. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qu'elle ne disait pas. Et dans cette phrase, ce paragraphe qui est répété plusieurs fois, le contenu du paragraphe consiste à dire pour Leila Guerriero, je me demande toujours ce que Sylvia Labeyrou devient une fois que nous arrêtons l'interview. Et la raison pour laquelle, pour moi, ce paragraphe revient souvent, c'est qu'il n'est pas tant adressé à Sylvia Labeyrou qu'à elle-même. Je pense que c'est un paragraphe qui a pour objet elle-même Leila Guerriero, puisqu'elle, finalement, c'est pas de dire qu'est-ce qu'elle devient, c'est dire qu'est-ce que moi je deviens. À la fin, elle dit je ne lui ai jamais posé la question, mais elle-même ne donne jamais la réponse sur ce qu'elle. Et je pense que voilà, ça c'est toujours un peu ce qui me gêne dans les dispositifs. À la fin de j'ai tout à fait la même lecture, que c'est un paragraphe qui revient parce que c'est sa propre hantise. C'est la journaliste qui nous montre sa hantise à travers ce retour du paragraphe. Mais ce qui est intéressant, c'est que le paragraphe, en effet, s'interroge sur qu'est-ce que devient Sylvia Labeyrou quand on cesse les entretiens, mais il finit par le fait que Sylvia Labeyrou a accepté de lui confier des choses qu'elle n'a confiées à personne et qu'elle ne lui demande jamais pourquoi, que Leila Guerriero ne demande jamais à ça finit par cette phrase-là, donc il revient aussi cette fois. C'est-à-dire, il y a quand même une énigme. Pourquoi, soudain, cette femme, Sylvia Labeyrou, a accepté de se confier comme ça pendant 1 an et 7 mois, je crois, à une journaliste? Qu'est-ce qu'elle sentait en cette journaliste? Peut-être justement cette chose que Leila Guerriero ne nous dit pas dans le livre. C'est comme s'il y avait un secret, un non-dit, quelque chose qui manque dans le livre. Et je crois que c'est pour cela, en effet, que ce paragraphe hante le livre. Mais il est remarquable. Vraiment, je trouve que c'est un texte très beau, très très beau. Le sablier est en train de s'écouler et il ne reste plus beaucoup de grains de sable dans la partie supérieure. Juste vous dire un mot, et c'est Fabrice Simbert qui signe une très belle contribution dans la NRF sur la littérature européenne. Parce qu'il nous rappelle que Daniel Kehlmann, notamment, qui est un écrivain, quand même un géant de la littérature, dont les livres se sont vendus à des milliers d'exemplaires, mais qui sont moins connus en France, qui est publié chez Actes Sud, n'a fait qu'une erreur, écrit-il, il n'est pas américain. S'il l'était, ses louanges seraient chantées dans les siècles des siècles, on parlerait de lui comme un géant des lettres. Ce terme comique, et tout le monde se prosternerait devant lui. Et là, Kehlmann est européen. Et en plus, le crime s'aggrave, germanophone, soit une littérature parfaitement inconnue en France, où le dernier écrivain allemand célèbre était Günter Grass, il y a des lustres, avec quelques incursions de la part de Patrick Süskind pour le parfum et de Bernhard Schlink pour le liseur. Que l'Europe soit notre continent n'a bien sûr aucune importance, que l'allemand soit de loin la première langue européenne, avec 100 millions de locuteurs maternels, et bien entendu un détail, que Daniel Kehlmann soit un auteur génial et si secondaire, on ne répare pas une telle faute de goût. Comment peut-on ne pas être américain? On a varié les plaisirs aujourd'hui avec 2 livres qui venaient quand même de l'Amérique du Sud, mais enfin américains tout de même, et 2 Américains du Nord. Juste vous recommander ce très bon article, plein d'humour aussi, de Fabrice Humbert, et le livre de Daniel Kehlmann, Jeux de lumière, qui était précédé d'un autre qui avait cartonné, qui s'appelait Arpenteur du monde. C'est vraiment un grand auteur, une sorte d'Éric Vuillard allemand que je vous recommande de lire. Et l'autre recommandation, elle nous vient toujours d'Allemagne, c'est le Kairos de Jenny Erpenbeck, qui a obtenu l'International Booker Prize cette année, qui a été traduit par Rose Laborie. Et le Kairos, c'est le dieu de l'instant. C'est une histoire d'amour dans le Berlin-Est des années 80, mais c'est aussi un requiem typiquement allemand. Voilà, je vous invite simplement à lire aussi d'autres littératures et des littératures européennes. Olivier Barrault vous en parle très bien de ce livre dans... Ok.
On va en remettre une petite couche, alors. Voilà, vous dire une dernière chose et vous poser à vous une dernière question. Dans ce numéro de la NRF, intitulé « Bibliothèque, un idéal menacé », on l'a évoqué un peu tout à l'heure avec Lolita, dont je n'ai pas réussi d'ailleurs à retrouver s'il faisait partie de la top list des livres bannis en ce moment aux États-Unis. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne doit pas non plus être enseigné dans les collèges, j'en doute un petit peu. Même en France aujourd'hui, ce Nabokov est rarement mis sur la liste des enseignements. Il y a dans ce grand dossier des textes... Il devrait ? Il pourrait ? Non, non, pas en collège, non. Pas Moi, au je collège. comprends pourquoi c'est pas enseigné en collège. Mais ne serait-ce que parce qu'on risquerait d'en dégoûter de la littérature. Enfin, il y a ce mot de Pavès qui dit erreur humaniste, commencer par les chefs-d'œuvre. Et moi, je vois très bien de quoi il parle. C'est-à-dire que quand on nous met du Proust ou du Flaubert à 13-14 ans, il y en a qui ont le génie de le saisir. Et la plupart d'entre nous ne les comprenons que plus tard. Et c'est pareil pour Nabokov. Alors, dans ce grand dossier sur les bibliothèques, il y a des textes inédits sur les livres interdits en ce moment aux États-Unis, comme George Orwell avec 1984, et avec Mark Twain. Vous pouvez relire avec les aventures de Huckleberry Finn toutes les aventures de ces deux romans, la manière dont ils ont été autorisés, interdits, autorisés, interdits par un camp ou par l'autre, progressiste ou réactionnaire. Et c'est assez passionnant ce que ça raconte de l'histoire de l'Amérique, là encore. C'est un éloge des bibliothèques, de ces lieux de savoir, souvent à l'usage du pouvoir. C'est aussi une réponse ou une tentative de réponse à une question toute bête. On n'arrête pas de nous dire qu'on ne lit plus, que vous ne lisez plus de livres. Mais alors, si les livres ont perdu de leur centralité, pourquoi les interdire ? Est-ce que l'un d'entre vous a une réponse, puisque vous n'avez pas écrit, aucun de vous quatre, dans ce dossier ? Si les livres ont perdu de leur centralité, si aujourd'hui les livres ne sont plus centraux dans nos vies, pourquoi les interdire, d'après vous ? Et on se quittera avec ça. Je pense qu'au-delà du côté central, qui est un peu quantitatif, il reste le pouvoir symbolique du livre. C'est-à-dire au-delà des ventes réelles, ça reste... il n'y a qu'à voir aujourd'hui les influenceurs, quand ils réussissent, quand ils arrivent à un certain niveau d'influence, il y a le moment où ils publient un livre, qui demeure un moment symboliquement très fort, notamment auprès de leur public qui n'est pas forcément lecteur. Et ça, je trouve que c'est encore un signe du fait que l'objet demeure symboliquement extrêmement fort. Je crois que la valeur du livre est toujours liée au temps. Les livres sont des cafards. Je pense, Blandine, que tu t'intéressais aux cafards à un moment et à la présence des cafards dans les livres. Il y a ce livre de la brésilienne Clarice Lispector, voilà, qui s'appelle La Passion selon GH, qui met en scène un cafard un peu mythologique. L'une des phrases que je préfère, en tout cas une scène que j'aime beaucoup, c'est un moment où la protagoniste du roman dit que ce cafard est là depuis la nuit des temps, qu'il a survécu aux extinctions, etc., et qu'il se retrouve devant elle. Je pense que les livres, c'est exactement la même chose. On les interdit parce que globalement, on sait qu'ils sont insubmersibles et qu'ils peuvent toujours ressurgir, même s'il y a de longues comme ça, pénéplaines de siècles et de siècles où il n'y a rien, où ils disparaissent, où on croit les avoir interdits. Une fois qu'ils sont écrits, ils peuvent ressurgir. Donc ce n'est pas tellement le fait de les interdire à la publication qui est, je pense, l'objectif principal. C'est le fait même d'écrire des livres qui est la crainte. Parce qu'une fois qu'ils sont écrits, en effet, ils peuvent ressurgir sous des formes diverses et survivre à des extinctions, à des censures. Et ça, je pense que pour ceux qui détestent les manifestations de la liberté, eh bien, c'est cela. Donc c'est pour cela que je dis que les livres sont des cafards, et c'est pour cela qu'on veut les interdire, parce qu'ils peuvent survivre au déluge, à tout ce qu'on veut. Voilà. Un dernier mot, Grégory Blandine, à ce sujet, avant de se quitter. Moi, j'ai appris la semaine dernière que les Hauts de Hurlevent étaient blacklistés et censurés aux États-Unis dans certaines bibliothèques. Moi, c'est mon livre préféré que je fais lire chaque année à mes élèves, parce que je suis aussi enseignant. Et pour répondre à ta question, je pense qu'il y a une telle envie de morale chez les plus jeunes et dans la population qu'évidemment on s'en prend aux livres qui ne nous enseigneraient pas, ne nous prêcheraient pas quelque chose de très sérieux. Et en ce moment, je trouve qu'on pense que les livres doivent prêcher quelque chose, prêcher une bonne parole, et tout ce qui ne serait pas une bonne parole doit disparaître. Donc les Hauts du Hurlevent. Mais la censure, c'est presque positif en réalité, parce que ça fait un livre censuré va être
beaucoup mis en avant. Ça s'appelle l'effet Streisand, hein, c'est ça, c'est avec ça. l'histoire de la photographie de la maison de la star qui avait été prise. Elle a cherché à la faire interdire. Résultat, elle n'a jamais circulé aussi vite sur Internet et tout le monde est allé voir à quoi ressemblait C'est presque une bénédiction. la maison de Barbara Streisand. Hein, c'est ça. Mot de la fin, Blandine, et on se quitte. Difficile. Ce qui me vient, ce serait de dire que le pouvoir est quand même... La prise de pouvoir est une affaire de langue, que les livres offrent des diversités de langues, etc. Et il y a cette phrase de Barthes que j'aime beaucoup qui dit que le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est obliger à dire. Et interdire certains livres, c'est obliger un certain nombre de livres qui seraient optimales à régner sur nos imaginaires. Et voilà. Et ben voilà. Vous avez des questions ? Des réactions? Bon, la prochaine fois, vous avez compris le programme du book club de la NRF. Donc, il y aura le livre de l'ancien président, qui va pas tarder à paraître en décembre. Celui de l'influenceuse, bookstagrammeuse, youtubeuse, qui a déjà paru. Grégory, Léo du Hurlevent. Et Blandine, vous mettrez quoi au programme? Mais vous les lisez cette fois, qu'on puisse au moins en discuter avec Lolita. vous. De quoi? Lolita. Lolita. C'est parti. Merci mille fois à vous. Ah ouais. On vous permet tout. Est-ce que vous avez entendu tous la question? Oui. Pareil pour vous. Donc, avec l'IA, est-ce que vous avez encore un avenir? Je la résume. C'est l'occasion de dire que la NRF a consacré des contributions à ce sujet. Mais on n'a pas fini ce débat. Je pense qu'il y a encore. Alors, c'est un débat qui est très, très, très large, très vaste. Le moment où j'en suis de ma réflexion à ce sujet, c'est simplement que c'est comme disait Grégory sur la question de la censure, c'est que ça produit des effets paradoxaux. Je crois que les écrivains paresseux et qui ne veulent pas aller très loin dans la recherche littéraire continueront à plonger dans cet abîme-là. Et que ça obligera ceux que cela intéresse de dire une chose qu'une IA ne peut pas dire. Et quand je dis dire quelque chose qu'une IA ne peut pas dire, ça peut être aussi se taire, ça peut être hésiter, ça peut être passer une heure dans le choix d'un adjectif ou de la place d'un adjectif dans une phrase. Je crois qu'on n'en est pas encore là avec les IA. Peut-être qu'on y sera un jour. Mais la question de l'hésitation, la question du doute, de la rature, ce sont des effets un peu métaphysiques comme ça, mais qui prennent un écrivain au moment où il est à sa table de travail. Donc je crois que lorsque pour nous c'est important d'écrire et d'aller profondément et d'essayer de trouver des zones où on n'a pas encore posé le pied, dans ce cas-là, l'IA n'est pas du tout une menace pour un écrivain. Globalement, ce que je veux dire en termes hardis et lapidaires, c'est que quand vous êtes une graine de mauvais écrivain, ben, l'IA va vous remplacer très facilement. Que quand vous êtes une graine d'écrivain qui tente un peu de prendre la littérature au sérieux, il n'y a aucun cas où l'IA peut vous remplacer. En tout cas, voilà, j'en suis là, mais peut-être que demain, je serai plus optimiste ou plus pessimiste. Je ne sais pas dans quel sens aller en la matière. Voilà. Peut-être que l'IA ne peut pas prendre en compte le bug dans la machine, le cafard dans la machine, si je puis me permettre. Et par exemple, le paragraphe répété 7 fois, l'IA considérait que ça ne sert à rien de le répéter. Je ne vois pas comment l'IA pourrait soutenir, comprendre que ce bug-là, c'est précisément ce qui fait l'intérêt du livre. Oui, en deux mots, parce que la question est très vaste et intéressante. Je ne pense pas avoir grand-chose d'intéressant à dire, mais oui, disons que je pense que l'IA est une machine à écrire comme on a eu des machines à calculer, et je ne sais pas si elle peut inventer quelque chose de vraiment neuf. Je pense à un mot de Julien Gracq sur l'histoire de la littérature, et
il dit que, par exemple, le mouvement du nouveau roman, dans les années 50, c'était comme une continuation un peu cinétique, il n'emploie pas exactement ces termes, mais de l'histoire de la littérature qu'on pouvait presque anticiper, c'est-à-dire que d'un moment, on fait parler, je caricature, mais les chaises et les... Bon. Et ce qu'il dit, c'est qu'en revanche, et les ficus, ce qu'il dit, c'est qu'en revanche, le surréalisme a été un mouvement imprévisible dans l'histoire de la littérature. Il est tombé comme ça. Il ne pouvait pas être comme dans un système laplacien d'étoiles, anticipé de façon cinétique. Et est-ce que l'IA sera capable un jour de produire une telle rupture dans l'histoire de la littérature ? Je ne sais pas. Voilà, c'est ça qui, moi, me préoccupe, on va dire. Pas obligé. Moi, on m'a dit que si on cherchait sur un des sites d'intelligence artificielle, je ne sais même pas trop comment ça fonctionne, mais que comment tuer son voisin ou comment faire une bombe, il n'y avait pas de réponse. Donc, parce qu'il y a un politiquement correct, il y a un refus de donner... c'est peut-être du coup aux écrivains réels, vivants, de s'engouffrer dans une littérature plus dangereuse. Et d'éviter de faire des romans. Voilà, je vais m'arrêter là. Je finis en disant qu'en fait, ce qui vaut pour ce que j'ai dit et qui a été dit pour les écrivains vaut en fait pour les lecteurs. Je crois que la question de l'IA, elle n'interroge pas tant notre rapport à l'écriture que notre rapport à la lecture finalement. Qu'est-ce qu'on lit et qui nous nourrit et qui nous semble à la fois dangereux, troublant, plus viscéral, quoi. Et je pense que voilà, c'est de ce point de vue-là qu'il faudrait essayer de penser la chose. Oui, que lira-t-on demain ? Lira-t-on encore ensemble et toutes ces questions et des livres et prendra-t-on le temps de s'ennuyer, de le refermer, de le rouvrir ou peut-être jamais. Oui, c'est toute la question. En attendant, une revue littéraire, elle a besoin de ses lecteurs. Donc je vous renvoie vers la NRF et vous rappelle à quel point c'est important pour nous, pour les auteurs, d'avoir des espaces de discussion, de débat, de création et le temps qui est pris par chacun d'entre eux pour écrire des textes inédits dans cette revue que je suis très fière d'animer. Elle est à la sortie, elle est en librairie, elle est sur abonnement, elle est 4 numéros par an et elle s'appelle la NRF. Et je vous dis un grand merci d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup à vous et on vous retrouve.